Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques jours, nous célébrerons la fête de la Toussaint et le jour des morts, deux moments importants de la liturgie catholique. À cette occasion, nous vous proposons de méditer avec nos invités sur la mort et le deuil, deux réalités qui font partie de notre vie. Pour nous aider à entrer dans ce vaste sujet, nous allons l'aborder sous deux angles un peu particuliers. Découvrez le sommaire de notre émission. Tout d'abord, nous irons à la découverte du cimetière de Robermont, un lieu de recueillement riche en histoire et en patrimoine. Ensuite, nous rencontrerons Nathalie Hanot. Elle nous fera découvrir, à travers ses carnets créatifs, une façon de se reconstruire après un deuil. Pour parler de la mort et du deuil, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Jacques Mercier, célèbre homme de radio et de télévision et écrivain. Jacques Mercier, bonjour. Bonjour. Avec nous également Françoise de Villers, aumônière d'hôpital, plus précisément à l'hôpital général de Charleroi sur le site IMTR. Madame de Villers, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux dans cette émission. Alors sans plus attendre, je vous invite à découvrir un endroit un peu particulier. Je vous invite en fait à faire une petite promenade dans un des plus beaux cimetières de la région de Liège. C'est un film de Corinne Owen et Jean-Louis Giosse. À tout de suite. Ce matin, nous avons promené notre caméra à Liège, au cimetière de Robermont. Et à la croisée d'un chemin, entre deux tombes, nous avons rencontré un illustre taphophile. Un taphophile, qu'est-ce que c'est? C'est un mot bien barbare. Oui, ça fait peur même un peu. Hein. En fait, un taphophile, étymologiquement parlant, c'est quelqu'un qui aime les tombes. C'est un terme assez peu connu. Je lui préfère le terme de nécrosophe, mais je ne suis pas proprement parlé à taphophile parce que moi, ce qui m'intéresse, ce sont les tombes, oui, mais des gens célèbres. Alors pourquoi justement uniquement les gens célèbres? Je ne sais pas d'où me vient cette passion, je ne m'en souviens plus. En tout cas, je peux vous dire qu'elle est dévorante et chronophage, et elle est même devenue littéraire, puisque je n'arrête pas de publier sur la question. Est-ce que c'est un travail de mémoire que vous faites? Absolument, c'est un travail de mémoire, c'est un travail tout autant sur les gens, et peut-être plus sur les gens que sur les tombes et a fortiori sur les cimetières. C'est une façon de mettre en valeur le patrimoine wallon, francophone et belge, puisque c'est mon ambition, avec aussi tous les Belges qui sont enterrés à l'étranger. Et donc j'ai voulu montrer aux lecteurs qu'il y a, et on ne le sait peut-être pas, beaucoup de personnalités belges connues ou moins connues, mais qui méritent de l'être dans tous les domaines. C'est un petit peu ça mon approche originale. Que ce soit le monde des affaires, des sciences, de la politique, du sport et bien entendu des arts. Pourquoi est-ce que vous aimez le cimetière de Robermont plus qu'un autre peut-être? D'abord parce que je suis liégeois et donc chauvin, mais objectivement c'est un très beau cimetière. J'en ai vu quand même beaucoup en Belgique, c'est un des plus beaux. Il est une sorte quand même de Père-Lachaise liégeois parce qu'il y a d'illustres personnalités qui sont enterrées ici. Il est très grand, et il fait avec le cimetière de Bressou 44 hectares, c'est-à-dire autant que le Père-Lachaise justement à Paris, et que la cité du Vatican, à titre comparatif. Et il est boisé, et donc ça en fait quasiment par endroit un parc. Donc c'est un endroit très agréable pour s'y promener, pour découvrir finalement toute l'histoire de la ville de Liège, parce qu'un cimetière, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un endroit qui raconte l'histoire d'une ville à travers ses édiles, à travers ses bourgmestres, ses notables, ses industriels, ses curés, ses congrégations religieuses. C'est ça qui en fait aussi l'intérêt historico-sociologique. Alors justement, ces tombes, que disent-elles de tous ces gens? Eh bien, je vous dirais bien pas grand-chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu forcément une corrélation entre le statut social des gens et l'importance de leurs tombes, souvent des caveaux, fin 19e, début 20e. Et là, il y a une véritable empreinte sociologique qui est manifeste, si on veut aussi s'intéresser, ce qui n'est pas mon cas, mais à l'art funéraire avec toute sa symbolique, notamment maçonnique. Mais il y a aussi des personnalités très célèbres qui n'ont pas une tombe spectaculaire, et il y en a même qui n'en ont plus du tout d'ailleurs, parce que la famille, c'est un peu dommage, n'ont pas renouvelé la concession. Il y a eu une volonté manifeste de la région wallonne de sauvegarder tout le patrimoine d'intérêt architectural et historique. C'est un premier pas, mais il faut quand même que les familles entretiennent les tombes elles-mêmes. Et
Vous savez, par exemple, au cimetière de Neuilly-sur-Seine, il y a la tombe d'Anatole France qui a été prix Nobel de littérature. Elle est complètement illisible parce que la famille ne s'en occupe pas. Qu'est-ce que vous pensez des tendances plutôt modernes où on n'enterre plus nécessairement ses morts, mais il y a des cendres, une dispersion des cendres? Je pense que c'est un phénomène irréversible qui se comprend à la fois pour des raisons économiques, c'est moins cher pour les gens, mais aussi philosophiques. Et puis je crains quand même que la culture du cimetière va s'estomper de plus en plus. On voit bien que nos enfants et nos petits-enfants ne prennent pas le chemin et encore il faut-il les pousser le jour de la Toussaint. Je crains malheureusement que tout cela soit un petit peu laissé à l'abandon. Et d'ailleurs de mes rencontres avec les gens sur le terrain, notamment les fossoyeurs, ils me disent qu'ils se sentent déjà un petit peu abandonnés par les autorités publiques. Ce qu'il y a de bien maintenant, c'est qu'il y a la loi contre les pesticides et donc on devrait quand même assister à une reverdure, si j'ose dire, des cimetières. Et ça, c'est pas pour me déplaire. Que sera-t-il écrit sur votre tombe à vous? Je vous dirais bien comme Alphonse Allais, CJ Thierry Luther, ça abonné au gaz, mais comme c'est déjà pris, je crois que je ne le ferai pas. J'aimerais qu'on mette journaliste et chanteur. Parce que je trouve que sur les tombes, et c'est une des constatations récurrentes que j'ai faites, on ne met pas assez souvent les qualités des gens. Moi, je voudrais qu'on mette vainqueur du Tour de France ou artiste, professeur. Et je trouve qu'en Belgique, contrairement à la France, ça n'y figure pas assez souvent. Voilà pour ce reportage sur un très beau cimetière. Alors Jacques Mercier, qu'est-ce que vous aimeriez voir écrit sur votre épitaphe? En tout cas, pas ce que j'ai lu sur une tombe de Mexico. J'ai traduit, c'était en espagnol. On disait « Souvenir de tous tes enfants » et entre parenthèses « Sauf Rico qui n'a rien donné ». Fermez la parenthèse. C'était très beau. Non, moi je pense « Merci pour votre amour éternel ». Donc il y a « Merci », la gratitude, « Votre ». Ça concerne ceux qui passent, ceux que j'ai connus, ceux que je connaîtrai. Amour, parce que ça me semble plus important que la vie. Et éternel, justement. Françoise de Villers, vous avez une idée pour votre épitaphe? Oui, avec un petit clin d'œil à Jean d'Ormesson, je dirais « C'était bien ». Ah, excellent livre. Très beau, très beau. Jacques Mercier, une autre question. Voilà, on parle de la mort aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, la mort, cette réalité? Pendant pratiquement toute ma vie, jusqu'à une dizaine d'années, j'ai eu peur de la mort parce que j'avais croisé la mort comme beaucoup de monde et d'enfants très tôt. Et j'en faisais des cauchemars tout le temps. Je me voyais mourir et tout. Donc la mort était quelque chose, c'était l'inconnu, c'était assez terrible. Jusqu'au moment où, il y a une dizaine d'années, je suis monté sur scène pour la première fois. Et ce soir-là, en rentrant, je n'ai plus eu peur de la mort. Et j'y ai réfléchi. Et je pense qu'une vie complète, c'est celle où on peut utiliser tous ses talents. Mais je mets humblement talent, tout ce qu'on peut faire. Parler, écrire, être sur scène. Et il manquait ça. Et c'est un peu comme la parabole des talents. Donc il faut les utiliser. Et depuis là, je n'ai plus peur de la mort. J'ai toutes sortes d'explications, que c'est un cycle, que c'est éternel, etc. Et Françoise de Villers, on a vu un très beau cimetière donc dans le reportage qu'on vient de voir. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, un cimetière ou autre question? Le cimetière, c'est quand même un lieu, je pense, où il y a beaucoup de sérénité, beaucoup de paix. Mais moi, ça m'évoque aussi un endroit où je peux me reconnecter à moi-même. La personne qui est là, dont le corps est déposé au cimetière, c'est un peu une partie de moi. Elle est là avec moi, une partie de moi. Et grâce aux souvenirs, mais voilà, je vais me reconnecter avec moi-même. Et c'est voilà, ce que je trouve, moi en tout cas, quand je me rends au cimetière. On l'a vu dans le reportage, évidemment, les cimetières parlent de la mort, évidemment, des défunts, mais aussi, peut-être surtout, de la vie. On a davantage recours aujourd'hui à l'incinération. Françoise de Villers, selon vous, est-ce que ça veut dire que le rapport des gens à la mort a peut-être changé ces dernières années? Oui, le rapport à la mort a certainement changé. Par mon expérience, je peux dire aussi, par exemple, que la mise en bière se fait maintenant principalement sans les familles. Avant, on avait tout un cérémonial, on allait à la mise en bière. Maintenant, on ne porte plus le deuil. Donc, on essaye un peu d'éviter, en fait, la mort. Notre société, c'est pas très gai, la mort. Et on est dans un rapport de compétitivité, d'être au top. Il faut toujours faire de la chirurgie pour être bien et tout ça. Et je pense que cette mort qui s'en va, voilà, ça correspond très bien, en tout cas, à ce que la société veut donner. La mort est à éviter.
Pensez aussi, Jacques Mercier, qu'on occulte trop la mort dans notre société aujourd'hui? Trop, je ne sais pas. Oui, la mort, on devrait nous l'expliquer dès qu'on est, parce que c'est le sort de tout le monde. Alors, ce qu'il y a après la mort, s'il y a quelque chose après la mort, voilà une autre question. C'est une question permanente et tant qu'on se la pose, paraît-il, on a la foi. Donc, très bien. Il faut savoir ce qu'il y a après. Alors, je ne vais pas m'empêcher de m'adresser à Monsieur Dictionnaire quand même, puisque vous êtes là. Est-ce que Jacques Mercier a des expressions sur la mort qui vous parlent en particulier? Ah oui, il y en a une ou deux qui sont intéressantes. Par exemple, rendre son dernier soupir, c'est pas mal, ça vient du XVe siècle, je crois, et c'était l'époque où, on le voit encore dans des vieux films, où on mettait un miroir devant les narines de la personne qui mourait. En général, on mourait de vieillesse. Je ne sais pas si ça existe encore beaucoup. Est-ce qu'on dit encore ça? Maintenant, la science a des explications pour tout, mais à l'époque, c'était comme ça. Dans rendre son dernier soupir, ça dit exactement ce que ça veut dire. Puis, il y a aussi une expression, par exemple, faire le grand voyage ou le repos éternel. Par exemple, le repos éternel, ce qui me semble bien dans cette expression, qui veut dire la mort, c'est le repos. C'est-à-dire, c'est la grande contradiction de ceux qui ont peur de la mort, c'est-à-dire que on ne devrait pas avoir peur de la mort si on croit qu'il y a une autre vie. On devrait se réjouir que quelqu'un meure puisqu'il aura une vie plus intéressante. Il y a une grande contradiction dans le chagrin qu'on a pour la rupture et la joie qu'on doit avoir si ça continue. Alors je vous invite maintenant à découvrir un deuxième reportage. Corinne Owen et Jean-Louis Gios sont allés à la rencontre d'un atelier un peu particulier où des personnes qui vivent une perte apprennent à traverser leur deuil à travers la réalisation d'un journal créatif. Regardez. Où je vais, c'est pas ça le plus important. C'est le fait de faire le chemin pour y aller. Je pense que c'est ça qui est important. Et le chemin? Ah, le chemin, il a des creux, il a des... Oui, il y a des joies aussi. Et c'est un peu un chemin comme dans une forêt, vous avez des feuilles et il y a des moments où il y a des trous, mais vous ne les avez pas vus. Et voilà, vous êtes dans le trou, mais vous savez que vous allez en sortir. Les trous, avec le temps, je pense, s'espacent. Et le temps que vous mettez à sortir du trou, c'est plus rapide. Ce matin, elles sont 6 à se retrouver dans l'atelier de Nathalie. Elles ont un point en commun, une perte qu'elles doivent affronter. Pendant 2 jours, elles vont explorer à travers un journal créatif les sentiments qui les animent tout au long de ce chemin qu'elles viennent d'emprunter, celui du deuil. Elles vont apprendre à exprimer leurs émotions page après page. Alors quand vous réalisez cette page, par quelles émotions passez-vous? Ah ben moi, la page que je viens de terminer, on m'a demandé de contacter à la peur, à la tristesse, à toutes ces émotions justement qui sont présentes dans ce chemin de deuil. Maintenant, j'ai pris conscience que je n'étais pas encore passée par toutes, qu'il y en a qui étaient revenues, j'en ai sans doute auxquelles je vais retourner. Et donc, oui, ça chamboule. Il est important de prendre soin de sa vie intérieure, et sa vie intérieure, elle est faite de deuil et de perte au quotidien. Est-ce que c'est un carnet qui aide à voir l'avenir? Je pense que oui, parce que c'est un carnet qui va surtout nous installer dans notre présent. Pas pour nous projeter dans un avenir, mais revenir à l'instant présent de ce que je vis, de ce que j'exprime, de ce que je transforme. Parce que parfois, plein de nouvelles choses nous sont proposées et on ne les voit pas tellement nous sommes encombrés par nos anciennes histoires. C'est se rendre disponible à la vie et donc forcément à l'avenir, mais surtout à la vie. Dans ce journal, chaque page aborde à la fois un sentiment et une technique artistique, ce qui permet de passer du déni de ce qui vient de se vivre à son acceptation.
en passant par toutes les étapes qui jalonnent ce chemin. Carnet de deuil, donc je vous l'ai dit, l'écriture spontanée, c'est quoi? C'est vraiment écrire tout ce qui vous passe par la tête, sans rien censurer. C'est très confus quand on est dans un deuil, tout se mélange, tout est chaotique. Et là, voilà, c'est une manière de créer un chemin libérateur et un chemin de reconstruction. Peu à peu, à son rythme, avec douceur. Et le fait de pouvoir revoir le carnet qu'on a créé par la suite, puisque ça devient un objet finalement, un objet visuellement joli. Quand on parle de deuil, c'est un petit peu particulier, mais c'est vrai qu'au bout du compte, c'est ça devient très joli. Le fait de pouvoir y revenir, de pouvoir retourner les pages les unes après les autres, on peut recontacter les émotions que nous avons ressenties à chacune de ces pages avec un thème qui est attribué. Et il n'est pas question d'oublier, il est question d'honorer la mémoire de ce que nous avons ou de la personne que nous avons perdue. Dans la vie, les deuils sont multiples, mais c'est toujours une période particulièrement douloureuse et difficile à vivre, et qui ne peut se résoudre dans le refoulement et le silence. Le deuil d'un être aimé, évidemment, mais tous les autres deuils, parce que notre vie, elle est jonchée de pertes qui viennent nous impacter et qu'on ne prend pas la peine de traiter. Les ruptures, les pertes d'emploi, les ruptures amoureuses, juste le cycle de la vie, le temps qui passe, la vie qui passe, les étapes de la vie. Il y a plein de personnes qui ont du mal avec leur propre vieillissement, le départ des enfants de la maison, les déménagements, voilà, il y a plein de deuils. On est confronté à la perte et notre société aujourd'hui ne nous apprend pas à vivre les pertes. Elle nous apprend à acquérir, à assimiler, à posséder, mais elle ne nous apprend pas la perte. Et donc, quand on est face à la perte, on a l'habitude de continuer comme si de rien n'était, et puis on est chargé de poids, alors que juste prendre du temps d'honorer le deuil, juste prendre le temps d'accueillir, d'exprimer, de transformer les émotions, on allège notre vie intérieure de tout cela, on l'aère et on peut repartir beaucoup plus présent dans la nouvelle vie après la perte. Voilà pour ces carnets de deuil qui offrent une bonne possibilité justement de faire son deuil. Alors Jacques Mercier, d'où vient cette expression « faire son deuil » ? Eh bien, elle vient du Xe siècle déjà. Faire son deuil, c'était souffrir, dolus, dolore en latin. Et puis au XVe siècle, c'est devenu se résigner plutôt. Et aujourd'hui, c'est plutôt accepter la mort de quelqu'un, comprendre la place de la mort dans la vie. C'est plutôt ça. Donc c'est quelque chose qui a évolué avec les époques. Alors la perte, le deuil concerne évidemment les personnes qu'on a perdues, mais pas seulement. On l'a vu aussi, Nathalie Hanot, dans le reportage. Il y a toutes sortes de pertes qu'on vit à travers notre existence, dont il faut faire le deuil d'une façon ou d'une autre. D'après votre expérience, Françoise de Villers, est-ce que la société, effectivement, ne nous apprend pas à vivre les pertes ? Oui, là, je rejoins vraiment le reportage. Non seulement elle ne nous apprend pas, mais elle ne nous laisse plus le temps de le faire. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir se poser et prendre du temps pour aller jusqu'au bout de la démarche et de faire de cette absence une présence vraiment intérieure. Et cela, c'est un peu le côté dommage de notre société, je trouve. Moi, j'aime bien que, à la place des carnets de deuil, de l'écriture ou des dessins, on puisse aussi mettre de la musique, par exemple. Faire un CD ou une clé USB avec toutes les chansons qui rappellent la personne, où on revit ces moments. On fait, pour parler un peu plus religieusement, on fait aussi ce genre d'accompagnement lors des sacrements des malades. Par exemple, on demande aux patients, tiens, est-ce que vous avez une musique que vous aimez entendre, pour vraiment que ce soit partie prenante, vraiment de la personne qui souhaite recevoir le sacrement, et on invite les personnes à venir le faire avec nous, d'ailleurs. Ce qui est aussi très frappant, je trouve, dans le documentaire qu'on a entendu, c'est cette expression « se rendre disponible à la vie ». Est-ce que c'est possible, quand on vit une perte, de se rendre disponible à la vie, Jacques Mercier ? Moi, j'ai en tête une phrase de Frank Lobvet qui dit « En fait, on ne meurt pas, la sensation d'être en vie, ça s'arrête, et la sensation d'être la vie continue ». J'aime beaucoup cette phrase-là. Elle est pleine d'espérance et très bon. Oh, Françoise de Villers, vous êtes donc aumônière d'hôpital, on l'a dit, en soins palliatifs, mais pas seulement.
Vous accompagnez donc des personnes en fin de vie. En quoi consiste, en quelques mots, votre travail d'accompagnement? L'accompagnement, c'est surtout, la première chose, c'est écouter. Écouter justement ces personnes qui ont des récits de vie, qui veulent laisser une trace ou bien dénouer parfois des choses. Donc l'accompagnement, c'est évidemment beaucoup d'écoute, mais c'est aussi leur permettre d'avoir accès à un temps où on pose les choses, où on peut bien regarder sa vie, peut-être en dégager un sens. Voilà, c'est vraiment tout cet accompagnement est vraiment là comme aidant. Et puis accompagner, peut-être que Jacques peut nous donner un petit peu aussi sa version, mais accompagner, c'est partager le pain, et le pain quotidien. Donc c'est partager le moment aussi, ici et maintenant. Pas seulement vivre dans le passé avec le récit de vie, mais c'est aussi être là, à côté, et partager le quotidien, ici et maintenant, avec le patient. Moi, j'ajouterais seulement qu'il n'y a pas tellement longtemps que j'ai compris le mot condoléance. C'est un mot que j'avais beaucoup de mal à dire lors d'un enterrement, parce que je trouvais que c'était un peu rituel, mais que ça n'avait pas tellement de sens, jusqu'au moment où, au fond, condoléance, c'est être en empathie, et souffrir avec quelqu'un, et où je me suis dit, tiens, cette fois, c'était pour, vous vous souvenez de Jules Metz, Monsieur Météo, c'était à son enterrement, et sa femme était là, et je lui ai dit, bon, je vais lui dire mes condoléances, et elle a fondu en larmes, et on est resté très longtemps dans les bras l'un de l'autre, et depuis lors, je le dis, très souvent, il ne faut pas avoir peur des mots. La perte, c'est une forme de deuil. Évidemment, les personnes qui sont en fin de vie, pour elles, la mort, voilà, ce n'est plus un horizon lointain, ça se rapproche. Mais est-ce que les personnes qui, en fin de vie, justement, donc, vivent aussi une forme de perte par rapport à leur propre existence? Est-ce que c'est quelque chose de très présent chez les personnes en fin de vie? Peut-être ce qui est très marquant, c'est perte, le lien avec les proches, avec les enfants, avec le mari, avec l'épouse. Bon, il y a cette perte-là, et alors, je m'en vais, mais qu'est-ce que les autres vont devenir? Voilà, c'est surtout ça, en fait. Je pense qu'il y a vraiment ces deux aspects fondamentaux, en fait, qui donnent un sens aussi à notre vie, qui sont difficiles à quitter. Oui, c'est très important de mettre de l'ordre, je crois, en vieillissant, même si on n'est pas encore à l'article de la mort, voilà encore une expression. Si on n'y est pas encore là, je crois qu'il faut du respect pour les gens qui vont rester, quel que soit le moment de notre mort. Bon, il n'y a pas que le testament, mais il y a aussi dire ça, est-ce qu'ils s'entendent bien, qu'est-ce qu'on va laisser, est-ce qu'ils vont se disputer parce qu'il y a un piano et qu'ils sont trois, etc. Tout ça, régler ça, parler de ça, il n'y a pas de raison de ne pas en parler. Là, il ne faut pas cacher la mort. Et puis demander comment vous voyez le rituel de notre propre mort, il faut le demander. J'imagine que les personnes aussi, en fin de vie, se posent beaucoup de questions sur ce qu'elles ont fait, accompli dans leur vie, ou justement pas fait. C'est des choses qui ressurgissent très fort à ce moment-là. Oui, mais comme disait un peu Jacques, il faut prendre le temps de le dire, mais parfois on ne le dit pas parce qu'on a peur de blesser celui qui est en face de moi, mon fils, mon ami, et puis en fait, et les autres personnes de l'autre côté se disent, mais je ne vais pas lui dire qu'elle est bientôt partante parce que je ne veux pas lui faire de la peine. Donc finalement, tous ces non-dits, et l'accompagnement justement des personnes en fin de vie, c'est libérer cet espace, en tout cas, pour pouvoir les déposer. Jacques, merci. Est-ce que vous diriez que la mort donne un sens à la vie, d'une certaine façon? Oui, bien sûr, puisqu'on se dirige tous, dès qu'on est, on se dirige vers cette mort. Donc, il faut... Moi, il y a une chose qui compte, j'en parlais avec notre invité tout à l'heure, il y a une chose qui compte. S'il y a une phrase qui reste de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai entendu, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Et je trouve que la vie, le passage où on est dans le temps et l'espace ici, peut-être qu'on sera ailleurs après ou peut-être qu'on était ailleurs avant, c'est l'amour. Il n'y a que ça qui compte. Une vie réussie, c'est aimer, penser aux autres. Bien sûr, on n'est pas tout le temps dans ce bon chemin, on peut se tromper, on est faible, on est des humains, mais tant qu'on fait ça, c'est bien. Donc la mort, oui, mon père me disait ça d'ailleurs, il me disait, tu vois, les péchés et tout ça, tu oublies tout ça. Si, au moment où tu meurs, ton âme, elle est plutôt vers le bon, parce que tu as pris l'habitude d'être bon et gentil et bienveillant, elle sera bien. Et si tu ne penses pas aux autres, elle sera de l'autre côté. C'est marrant, mais je ne suis pas très pour le binaire comme ça, mais
C'est une phrase qui m'avait dit. C'est de la vertu d'ailleurs, hein. La vertu, l'habitude à faire le bien. Voilà, et le vice, exactement, exactement. Et être positif, optimiste, c'est ça. Moi, je suis optimiste toute ma vie et j'ai eu peur de la mort. Mais ça ne change rien. Être optimiste, c'est se dire, bon, on verra, ça va être bien. Alors, une dernière question pour tous les deux. Avant de terminer cette émission, Françoise de Villers, face à la mort, est-ce qu'il y a une espérance possible? Évidemment, c'est une question personnelle. Oui, vraiment aussi. très personnelle. Moi, mon espérance, évidemment, c'est un retour, c'est une continuité à cet amour dont Jacques parlait, cet amour avec un grand A qui nous attend. Notre corps, ben voilà, elle a fait son temps à la maladie, voilà. Mais pour moi, il y a évidemment quelque chose après la mort, et c'est vraiment cette fusion avec cet amour éternel qui nous vient du Père, évidemment, et qui fait partie intégrante de lui-même. Et c'est ce Père, moi surtout, qui me fait espérer, c'est ce Père du Fils prodigue qui va au-devant de moi-même. Voilà. Merci beaucoup. Même question, Jacques Mercier. Bien, je dirais que à un moment donné, les scientifiques disent, par exemple, il y a une énergie qui est là, ou bien on est un grand ordinateur et tout. Et je me suis aperçu, en lisant tous ces livres, que si on mettait Dieu à la place des mots qu'il disait ou des solutions, c'était valable aussi. Il est infini, éternel, il connaît, il nous connaît personnellement. On disait, à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Un Dieu qui existe, il ne peut pas savoir ce que je pense, comment il ferait, comment il penserait. Avec l'avènement des ordinateurs, on peut très bien se dire, et pourquoi pas? C'est la préfiguration de ça. Donc je suis très optimiste. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux de nous avoir partagé votre expérience et vos témoignages, au fond, sur le deuil et sur la mort. Mais donc voilà, on espère que cette émission vous a plu, qu'elle n'était pas triste. En tout cas, c'était pas le but. Si vous voulez approfondir les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, je vous propose 2 livres. Celui de Thierry Luthers, qu'on a vu dans le premier reportage. Donc c'est le 4e tome de son livre, de son dernier livre, donc Dernier domicile connu, qui vient de sortir aux éditions Luc Pire, et donc il nous parle, comme on l'a vu, des cimetières. L'autre livre, c'est celui de Nathalie Hanot, qu'on a vu dans le 2e reportage, son livre qui s'appelle tout simplement Carnet de deuil, paru aux éditions Le Jour. Voilà, si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de nous être fidèles et à très bientôt pour une prochaine émission. Thank you.